Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Et là, c'est Wilder qui a avalé Lubitsch, d'une certaine façon. Alors, pour vous situer le moment du film dans la carrière, c'est pas le mot, mais dans la filmographie de Wilder, il a commencé, on est en 1957, il a commencé il y a 20 ans à écrire des scénarios. Je vous avais dit qu'il était venu de Vienne puis de Berlin, avec un petit passage par Paris, qu'il était venu à Hollywood pour fuir le nazisme. Il a commencé par écrire des scénarios pour les autres en 37, donc en 36 ou 37, oui, 37. Donc ça fait 20 ans qu'il est à Hollywood et c'est son 13e film. Et il a d'ailleurs, après, encore une carrière de 20 ans. Pour vous situer à peu près, on est au milieu du guet. Et on est effectivement en noir et blanc. C'était le noir et blanc. C'est un régime d'image que Wilder aime beaucoup. Et donc, je pense qu'il serait si l'image est très belle, il serait très content des beaux contrastes, parce qu'effectivement, ça joue aussi en noir et blanc. Il n'y a pas que la couleur dans la vie. Ou en tout cas, elle n'apparaît pas forcément visuellement à l'image. Il faut parfois l'imaginer. Alors, avec quels acteurs il joue? Eh bien, Audrey Hepburn, qu'il a déjà fait tourner en 1954, donc 3 ans avant, dans Sabrina. Si vous êtes sage, je vous montrerai un petit extrait de ce film après. Et puis, il devait prendre, parce que Billy Wilder, excellent cinéphile, on pourrait dire, a envie de tourner avec Cary Grant. Il lui propose une première fois pour Sabrina en 53, et Cary Grant décline à cause de la différence d'âge. Ce sera finalement Humphrey Bogart qui sera l'un des deux partenaires d'Audrey Hepburn. Alors vous parlez d'une différence d'âge, presque 30 ans. Et Cary Grant refusait ce type de rapport. En réalité, il va finir par être convaincu plus tard en 64 par Stanley Donen, où il jouera effectivement avec Audrey Hepburn dans Charade. C'est un très bon Donen tardif, très amusant. Également tourné à Paris, comme le film de ce soir, et à Paris en décor réel. Donc il voulait également Cary Grant pour ce film-ci, et c'est finalement Gary Cooper, et il n'a pas perdu au change. Si vous êtes venu voir le début de ce cycle Lubitsch, vous verrez la continuité. Si par le passé vous avez vu la 8e femme de Barbe Bleue de Lubitsch, qu'on a passé il y a longtemps, mais qui est l'un des meilleurs Lubitsch, coécrit par Billy Wilder, voilà, vous savez que c'est avec Gary Cooper, donc il est en eau lubitchienne, et c'est pas un hasard si, d'une certaine façon, au milieu de sa carrière, il se renouvelle, mais plutôt avec un film très classique, en regardant presque vers le passé de son cher Lubitsch, qui est mort 10 ans plus tôt, parce qu'il a quitté le studio de la Paramount. C'est la Paramount qui était à la fois le studio de Lubitsch et son studio à lui de ses débuts, à Wilder, et il s'émancipe et il rompt son contrat il finit son contrat avec la Paramount. Et cette idée de s'émanciper, cette idée de la liberté, vous allez voir que c'est quelque chose de très important, et dans son cinéma, puisque peu à peu on met même s'il a fait des films de genres très différents, on va quand même voir s'esquisser des thématiques, des problèmes, des motifs récurrents. Et c'est vrai que cette question de ce qui nous entrave, aussi bien physiquement, intellectuellement, spirituellement, et comment on peut s'en libérer, c'est souvent quand même au cœur de ces films. Si vous êtes venu voir Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule la dernière fois, là c'était assez carcéral comme milieu. Et là, heureusement, il est dans la comédie. On a aussi voulu moduler comme ça les différents genres. Donc on est très heureux de vous présenter ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une comédie romantique. Voilà, j'espère que le film vous plaira, et on se retrouve juste après pour en discuter. Bon film. Bon, on reparlera peut-être de cette fin. De ce happy end ou pas happy end d'ailleurs. C'est selon les fantasmes respectifs des spectateurs. Peut-être quelque chose à chaque fois que je le revois. Bon, d'une part sur le rythme, et on va peut-être en reparler, c'est important dans le film, mais une chose que je ne vous ai pas dite sur les participants, les contributeurs de ce film, les gens qui l'ont fait. Vous avez peut-être vu son nom au générique, c'est Alexandre Trauner. Vous voyez cet immense décorateur qui a fait tous les films, enfin tous
les films des années 30, du réalisme poétique en France, Quai des Brumes, Le jour se lève, Hôtel du Nord, Les enfants du paradis. Donc décorateur très très important en France, puis qui a toute une autre partie de sa carrière ensuite à Hollywood, et notamment avec Billy Wilder et ce film-ci. Et en revoyant ce film, je me disais que finalement le décor était très important. On parle assez peu des décors dans les films, sauf quand ce sont des films historiques ou autres. Et le décor de l'appartement du père et d'Ariane me semble très très bien fait. Et me semble lié à ce que je disais sur l'enjeu de liberté ou d'émancipation du film. D'abord le fait que finalement elle n'ait pas de chambre à soi, ou elle a la chambre de l'appartement, je ne sais pas comment vous le voyez, et lui a le salon qui est transformé en son bureau. Enfin voilà, il y a quelque chose dans cet appartement trop petit, avec la porte coulissante qui fait que en fait elle est le témoin, elle est presque la victime, enfin elle subit effectivement le travail de son père, et en même temps on voit bien, et peut-être l'extrait que je vous ai apporté de Sabrina le montrera aussi, que bien sûr c'est réversible. Cette porte coulissante qui est une fausse cloison, enfin qui est une cloison très poreuse, lui permet justement ensuite en retour d'espionner activement, disons. Elle a subi, et puis à un moment on comprend qu'elle se mêle activement de ses affaires, et qu'il y a quelque chose là qui se retourne, en tout cas, qui est pris, qui est approprié par elle. Mais en tout cas, il me semble que l'appartement quand même participe de ce côté malgré tout un peu enfermé du personnage. Et on pourrait dire d'une certaine façon, comment dire, lesté. Avec ce violoncelle qu'elle a toujours apporté, il y a quand même quelque chose de l'ordre du boulet, quoi. Y compris le Michel, qui est un peu un boulet aussi à sa façon. Et puis, on pourrait se dire de l'autre côté, cette affirmation toujours suspecte, parce qu'elle est excessive, de liberté, j'allais dire, ultra-libérale, à l'américaine, de tellement clamer qu'on ne veut pas s'engager, du côté de Flanagan, que ça devient peut-être sa propre prison. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, et le film peut être un peu pénible, on pourrait dire, pour ça, c'est-à-dire qu'il tourne en rond, et qu'il nous faut, nous aussi, spectateurs, d'une certaine façon, être confrontés au fait que cet homme qui est enfermé dans ses principes, on pourrait dire. Alors, ce sont des principes de liberté, en tout cas de libertinage, de liberté amoureuse, mais en même temps, ils nous sont tellement servis et resservis qu'au bout d'un moment, il nous faut un certain temps pour comprendre que finalement, il est enfermé dans ses principes. En tout cas, il lui faut un certain temps pour le comprendre, sauf que ça passe par nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, spectateurs, devons subir l'ère de fascination, j'ai pas compté, mais 15 fois pendant tout le film. Et donc, il y a quelque chose d'assez désagréable d'une certaine façon à subir cela, dans le sens où, si vous êtes venu voir les quelques films de Lubitsch qu'on a passés, ça n'a aucun rapport du point de vue rythmique, du point de vue du découpage. Il y a quelque chose de beaucoup plus enlevé, beaucoup plus allusif et enlevé et rapide dans le style de Lubitsch. Alors je disais qu'effectivement Wilder est très inspiré par Lubitsch, mais en réalité, du coup, on pense aux différences, au contraire. C'est-à-dire qu'on a Cooper, qu'on a déjà vu chez Lubitsch, on a bien sûr Maurice Chevalier, qu'on a déjà vu chez Lubitsch, et on a vu tous ces films des années 30 avec Maurice Chevalier plus jeune, bien entendu, mais qui chantait. Là, il fredonne à un moment. Mais quelque chose s'est empâté, et pour cause du temps à passer, quelque chose s'est ralenti, et d'une certaine façon, il s'en sert pour le film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de lourdeur qui va caractériser en réalité le style même de Billy Wilder, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on peut aussi le critiquer pour cela, mais il me semble que là, c'est assez conscient, et ça crée quelque chose. À la fois le côté répétitif, et le côté un peu lourd de tout ça, le temps que ça met à j'allais dire macérer, hein, avec cette scène assez tardive du hammam. Il y a la première occurrence où c'est le mari de Foolish Husband qui dit je suis allé au hammam, j'ai dû aller me faire des massages tellement j'étais nerveux, et puis ensuite
quand on revient dans le hammam, avec cette lourdeur qu'il y a à nous montrer que même les musiciens sont là, tous ces gags qui sont en fait des gags, j'allais dire, j'ai l'impression dans le film, bouillis. Vous voyez ce que je veux dire? Des gags qui sont macérés ou qui ont macéré ou bien qui sont bouillis. Voilà, quelque chose de presque émollient dans le film. Et donc, on ne s'attend pas du tout à ça, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a un infléchissement du film, disons, que par contre, moi, je trouve très émouvant, mais de la comédie romantique à autre chose, et qui serait évidemment plus mélodramatique, ou en tout cas, je trouve, de l'ordre vraiment de l'émotion. Enfin, et c'est ce mouvement-là du film qui consiste à assouplir l'américain, qui consiste à assouplir évidemment aussi la persona d'acteur que l'on connaît, nous, de Gary Cooper, parce qu'il arrive tout armé, d'une certaine façon. Je disais, son personnage est très similaire à celui qui jouait en 38, donc 20 ans avant, dans La 8e femme de Barbe Bleue, où il était ce trader américain qui achetait quasiment une femme en France, jouée par Claudette Colbert, de l'aristocratie désargentée. Eh bien, voilà, il y a ce côté marchand du personnage qui correspond à sa mécanique de séduction. C'est-à-dire qu'il a son horloge, on dirait presque des musiciens d'un carillon, hein, les gypsies qui viennent jouer, hein, ils pourraient faire partie d'une horloge mécanique qui viendrait jouer comme ça, d'un limonaire, un peu comme celui de la règle du jeu, qui viendrait... Donc il y a quelque chose d'extrêmement mécanique dans son rapport à la vie amoureuse, et on voit très bien que ce qui est posé comme étant un jeu libertin, une espèce de source permanente de vacances affectives, hein, c'est évidemment un vide affectif. Et il me semble pour autant que le film ne moralise pas non plus là-dessus. C'est-à-dire que là, Billy Wilder louvoie, enfin navigue de manière, puisqu'il ne s'agit pas pour lui de faire la leçon non plus au spectateur en disant que ce serait beaucoup mieux de ne pas être un Don Juan. Mais quand même, il me semble que le film, finalement, pose cette question. Alors, pour moi, ça apparaît en deux temps, c'est-à-dire quand elle est à l'opéra en particulier, mais même avant, quand il part la première fois pour cette année loin d'elle, donc qu'elle est encore avec lui, mais qu'elle sait qu'il va partir la première fois, et puis quand elle le retrouve à l'opéra et qu'il est avec cette femme, et qu'il la rencontre, et puis qu'il repart avec cette femme distinguée, voilà. Et il y a ce long plan sur elle qui le voit à nouveau et dont elle se dit, est-ce que je le reverrai? Il est à Paris, quelque chose s'ouvre à nouveau, mais bon, je psychologise, mais la façon dont la caméra s'attarde sur elle, c'est l'un des traits particuliers du film, dont on prend conscience au moment où elle brûle la lettre, hein, qui est un plan assez mémorable puisqu'il dure et c'est juste elle au bureau qui non seulement brûle l'ancienne lettre, mais qui brûle la lettre qu'elle vient de mettre dans l'enveloppe. Et là, véritablement, on se dit que Wilder, contrairement à Lubitsch, par exemple, montre quelqu'un en train de réfléchir, d'une certaine façon, et en train, je dirais, de prendre la décision de tomber pleinement amoureux, si ça peut être... si j'ai encore la naïveté de penser que la décision peut avoir quoi que ce soit à faire là-dedans. Mais en tout cas, on voit une durée et on voit quelqu'un penser, et en plus une femme penser, ce qui réfléchissait au cinéma, même aujourd'hui, et malheureusement assez rare. Et donc, on a plusieurs fois dans le film ces moments-là de pensivité, et je me disais, du coup, le fait que la caméra s'attarde sur elle, voilà, à la fois face caméra, mais regardant dans ses pensées, je me demande si elle ne se dit pas que veut dire aimer un Don Juan. Et finalement, c'est assez rare. Et là, c'est un vrai héritage, d'une certaine façon, de Lubitsch, c'est-à-dire non moralisant. Véritablement, c'est l'un des films dans lesquels le personnage, le point de vue du personnage qui aime quelqu'un, j'allais dire, de difficile à aimer, puisque tout semble glisser affectivement sur lui comme sur les plumes d'un canard, eh bien elle y réfléchit. Elle y réfléchit, on a l'impression qu'elle embrasse véritablement ce destin-là, d'où mon questionnement, je disais, sur cette fin.
hein, cette fin un petit peu comme un shotgun wedding, hein, un peu comme un détournement, comme quelque chose qui arrive, qui est ficelé très 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 vite à la gare et sur lequel on peut se questionner. En réalité, ce que j'ai lu, c'est que la voix off du père de Maurice Chevalier racontant qu'ils ont pris pour perpète en passant devant le juge à Cannes, c'est-à-dire en se mariant, la formulation est drôle, mais cette fin de mariage a été ajoutée pour la censure. Hein. Voilà, on a souvent parlé de la censure qui s'exerçait à Hollywood sous le Code ACE depuis le milieu des années 30. Voilà, hein, de labelliser comme ça une espèce de relation adultère ou une relation libre, enfin non mariée, hors mariage, apparemment c'était encore pas possible. En réalité, le film, il ne parle que de sexe. Enfin, d'une certaine façon, il ne suggère que ça de bout en bout. Donc, ça paraît un peu absurde et ridicule de simplement mettre le mariage à la fin et ça résoudrait quoi que ce soit. Évidemment que le film, avant, est absolument ponctué d'échanges sexuels entre eux. Et notamment, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais si vous vous demandiez est-ce que c'est chaste ou est-ce que c'est pas chaste, cette relation, le coup de la chaussure, ça y est, c'est plié. Est-ce que vous êtes d'accord ou c'est moi qui... Hein, à partir du moment où elle n'a plus qu'une chaussure, hein, c'est vraiment le retravail sur Cendrillon. Hein, tout ce qui est autour d'Audrey Hepburn chez Wilder tourne autour de Cendrillon. J'y reviendrai peut-être. À partir du moment où elle ne trouve plus sa chaussure, vous noterez qu'elle elle passe à l'horizontale, sauf qu'au lieu qu'on nous la montre dans un lit, elle est à quatre pattes voilà, dans toute la chambre et ils sont sous la table. Mais en fait, tout ça fonctionne, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un déplacement, ils sont après l'amour, mais au fond, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire ce rapport entre deux corps quand ils sont à l'horizontale. Et ça, je trouve que c'est typiquement des idées de mise en scène. Alors là, pour le coup, aussi hérité de Lubitsch, sans doute, mais en tout cas qui sont très propres à Wilder, c'est-à-dire qu'il radicalise quelque chose qui était de l'ordre de la suggestion sexuelle, un peu piquante, etc. Ben là, on a carrément les deux à quatre pattes sous la table, et ça dure, et le téléphone sonne, on vous appelle au premier, Monsieur Flanagan, etc. Donc tout ça est appuyé, mais je dirais délibérément appuyé. Alors du coup, d'où ma question, voilà, si vous voulez réagir au film, et est-ce que ça peut vous... Parce que du coup, le film est moins, je dirais, facile à recevoir que, par exemple, un Lubitsch ou une comédie de remariage classique. On sent qu'on est passé un peu de l'autre côté, il me semble. Pour vous situer juste, Audrey Hepburn, à ce moment-là, vient de tourner Funny Face, qu'on avait passé dans la première saison de comédie musicale, Drôle de frimousse de Stanley Donen, je vous l'ai dit peut-être avant, donc l'année 57, avec Fred Astaire, encore un beaucoup plus vieux qu'elle, mais film qui était lui moderniste, hein, qui jouait avec les codes de la photographie de mode, etc. Là, on est apparemment complètement dans un univers beaucoup plus familier, dans le sens d'un classicisme, de quelque chose d'un peu ambiance thé dansant. Et en fait, du coup, on ne voit pas forcément venir. Il y a quelque chose d'amorti dans le film, y compris dans la récurrence de suggestions de la sexualité, c'est-à-dire d'une relation entre eux. Voilà, ils sont véritablement amants, mais amants épisodiques à 1 an de distance. Alors voilà, c'est pour ça que je suis assez curieuse de vos réactions. Oui, monsieur. Merci. Déjà, dans la deuxième journée, on va dire, après son intervention dans la scène qui aurait pu être dramatique, entre guillemets, dès le lendemain, on la voit qui est dans la salle de bain de la suite et elle se recoiffe. Donc il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose pas un de simple décoiffant. baiser. Oui, j'y ai aussi pensé, bien sûr.
on pourrait dire que bon, la danse, le baiser, mais disons que ça devient de plus en plus confirmé, puisque nous, on est amenés spectateurs, et ça c'est la leçon aussi de Lubitsch, hein, le film avec des trous, et c'est le spectateur doit remplir les trous. Nous, on est amenés spectateurs à devenir un peu détective d'une certaine façon, comme le père. Effectivement, ça c'est un indice, mais même le fait qu'elle arrive avec le manteau de fourrure et la façon dont le manteau de fourrure est filmé tombant à ses pieds. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, ça aussi c'était deuxième. Et puis quand elle enlève aussi ses gants. Oui. Tout est Voilà, sexuel. Il y a déjà des symboles oui. qui sont parsemés Oui. avant la scène que vous évoquiez. Oui, mais justement, c'est pour ça que je parlais de l'appartement que le père et la fille partagent. Je trouve ça très touchant. Bon, à la fois, il y a socialement, on pourrait dire, on a l'impression d'être dans l'immédiate après-guerre, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas du tout l'impression d'être dans les années 50, disons, à l'américaine, justement, Eisenhower, comme ça, les 30 glorieuses. Pas du tout. On a l'impression qu'on est juste après la guerre et qu'on est dans ce Paris un peu qui ne change jamais. D'ailleurs, si vous voyez la rue Malebranche aujourd'hui dans le 5e arrondissement, elle n'a pas changé d'un iota, et donc il y a quelque chose de confit un peu dans ce père veuf qui élève sa fille, et je trouve que le décor est extrêmement bien pensé pour ça aussi, c'est-à-dire pour contenir d'une certaine façon, pour mettre en boîte ou mettre sous cloche la potentialité du romanesque, et que forcément dans cet environnement-là, elle ne peut que vouloir exploser les limites, et donc forcément que ça c'est le crayon qui tient mes cheveux. Forcément, l'étui du violoncelle, de toute façon, quand on voit un étui de violoncelle ou même de violon au cinéma, on sait qu'à un moment, il va contenir autre chose qu'un violoncelle, et on verra dans certains Lem Show qu'il y a aussi cette idée-là. Donc chez Wilder, il y a toujours des boîtes avec quelque chose d'autre. C'est toujours du déguisement. Donc je disais, autour d'Audrey Hepburn, il y a cette espèce de complexe de Cendrillon, on pourrait dire, ou d'effet Cendrillon. Hein. C'est toujours un personnage réversible, transformable, de l'ordre de la chrysalide, enfin voilà, qui se métamorphose. Évidemment, c'est dû quand même à sa nature, on pourrait dire physique, hein, de cette extrême minceur, cette espèce de côté juvénile. Les couettes versus la coiffure, le chignon, etc. On joue beaucoup là-dessus, mais de manière excessive. C'est-à-dire que c'est pas seulement un manteau, ça va être un manteau de fourrure, pas seulement un manteau de fourrure, un manteau d'hermine blanc, et pas seulement un manteau d'hermine blanc, mais en plein été. Voilà. Et donc à chaque fois, il pousse le côté quasiment travestissement. C'est-à-dire que elle se travestit pas de fait, c'est pas encore certains Lem Show, mais en réalité, si, c'est une jeune fille, c'est une fille, disons, qui joue à la femme et qui le devient. Évidemment, toute la beauté du film, c'est que c'est indécidable si elle l'était déjà, si voilà, c'est-à-dire les pères croient que leurs filles ne sont pas encore des femmes, bon, etc. Donc il y a tout ce jeu dans le film, mais qui joue beaucoup quand même autour des accessoires. Hein, là encore, le son de Lubitsch, la petite chaîne. Je veux dire, dans quel autre film classique, on pourrait dire, on voit des objets aussi petits, hein, aussi infimes, jouer un rôle. Et on est même étonné que exactement ce type de chaînette qui attache une étiquette à quelque chose, aujourd'hui, on a exactement ce type d'objet. Et on le reconnaît, et voilà, il y a quelque chose je trouve, d'extrêmement satisfaisant, y compris dans des idées de transition qui partent d'un petit objet, quand elle le jette dans la rivière, et que dans le lac ou la rivière, et que ça fait un rond, et que la transition, c'est que leur bateau passe. Donc évidemment, c'est un raccord caché d'une certaine façon, puisqu'elle ne peut pas être à la fois sur la rive et sur le bateau. Donc il y a une ellipse temporelle là, mais que je trouve d'une grande élégance. Mais là encore, d'une élégance ourlée, d'une élégance un peu surannée, qui fait qu'on ne voit pas venir une forme, je dirais, de violence. Et ça aussi, c'est typique de Wilder. C'est-à-dire que ce côté un peu charmant qu'il pourrait y avoir à aimer quelqu'un avec une grande différence d'âge, mais finalement à s'initier, à aimer un Don Juan qui permettrait d'avoir une première histoire d'amour sans conséquence, d'une certaine façon, puisqu'il reprendrait son avion, il est très lointain, américain, tout ça.
en réalité, à un moment pour Wilder, il faut que la violence à la fois de la différence d'âge, à la fois de la différence de classe, voilà, de la presque, j'allais dire, de la différence de taille, de corpulence entre ces deux acteurs, nous soit quand même frontalement renvoyés. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même très honnête. Ça fait un peu mal, mais c'est quand même très honnête de la part de Wilder. C'est-à-dire que pendant tout le début, il me semble que ce qu'on voit, c'est que Gary Cooper est filmé en contre-jour, est filmé le visage à moitié caché, un peu flou, un peu lointain, tout en blanc, voilà, les cheveux qui vont avec le costume, etc. On a sa stature, mais on n'arrive pas à le voir véritablement de près, et c'est frustrant parce qu'on cherche aussi à savoir ce qu'il ressent, cet homme. Et si vous avez vu des Gary Cooper chez Capra, par exemple, voilà, c'est très frappant, ses yeux, ou chez Sternberg dans Morocco, enfin, Gary Cooper jeune, c'est son regard, voilà, on joue beaucoup sur l'expressivité, l'innocence d'une certaine façon de son regard. Là, c'est autre chose, sa voix, elle est un peu voilée, il y a quelque chose qui est laissé tranquille parce qu'on voit qu'il est un peu trop vieux pour jouer les séducteurs, et le film le respecte. Et vous remarquerez qu'à la fin, on a 2 fois, en tout cas dans mon souvenir, des plans rapprochés, alors là par contre très frontaux et plutôt très éclairés. Et notamment ces plans quand il y a la confrontation, je dirais, le face-à-face, pour ne pas dire le duel. On n'est plus dans les westerns que tournait Gary Cooper, mais quand même, voilà, juste un chant contre chant entre lui et Maurice Chevalier, 2 stars voilà, de la même époque et qui ont vieilli, et c'est assez terrifiant parce qu'on voit, on se dit là, c'est sans retour, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a accepté la loi du père, il va restituer la fille comme une marchandise d'une certaine façon, et c'est impossible que ce couple s'unisse. Moi, c'est ça qui me... J'allais dire presque qui me pose problème à chaque fois que je revois le film. C'est-à-dire que je me dis jusqu'à la fin, ah non mais là c'est fichu, c'est pas possible. On ne peut pas refaire couple à partir de ça, et il faut un forçage. Il faut quelqu'un qui monte dans un train, ils font quasiment il la jette quasiment sur la couchette, un peu comme à la fin d'un film quasiment fait à la même époque qui est La Mort aux trousses, un tout petit peu après, la fin de La Mort aux trousses avec Cary Grant, qui décidément revient. Donc voilà, je trouve cette fin, pas seulement le mariage, mais le fait qu'il la prenne avec lui, assez problématique. Et finalement, faisant comme une sorte de pelote à la fin, de précipité à la fin, il y a une accélération du rythme qui commence bien entendu avec la jalousie de Flanagan. Hein, et cette scène, là encore, de pur gag de film muet quasiment, c'est-à-dire quand l'histoire des bouteilles, des verres qui renvoient aux musiciens, et ensuite c'est toute la table pleine de boissons, d'alcool fort, etc. Donc ça qui devrait être un gag, disons rapide dans un film classique habituel, et qui est en fait étiré. Il y a les allers-retours, les différents alcools, le fait qu'il rejoue toujours en replay la liste des amants. Là, il y a quelque chose à la fois de laborieux, mais je dirais de délibérément laborieux. Et c'est le rythme particulier, un peu slow burn comme ça, de Wilder, qui est, voilà, qu'on apprécie ou pas, mais qui est assez singulier, je trouve, et assez violent finalement, qui crée une espèce de détente au bout de... On est dans une sorte de marasme, et puis à un moment, il y a une détente, et la fin fonctionne aussi comme ça, sur ce procédé-là. Merci. À propos de la fin, je me demandais si finalement enfin bon, elle, on comprend qu'elle tombe amoureuse de lui, on va ainsi dire à la première rencontre, hein, même avant d'ailleurs. Et lui, on comprend que c'est un homme à femme, hein, qui passe de l'une à l'autre. Et elle va faire tout un travail pour se mettre sur le même plan que lui et finalement arriver à avoir une relation avec lui, une relation amoureuse. Et moi, j'ai l'impression, enfin ce que je ressens, il semble en tout cas, que lui, même s'il ne voulait pas tomber amoureux, parce que ce n'est pas sa manière de fonctionner, il va finir par tomber amoureux, et qu'effectivement, le moment où il l'arrache du quai, c'est le moment où l'amour passe au-dessus de la loi du père, quoi. Je sais pas, moi je vois ça un peu comme ça.
Voilà. Oui, bien sûr, pour transgresser, parce que il joue très bien, je trouve, Gary Cooper, l'homme convaincu que effectivement le père a très très bien joué, c'est-à-dire qu'il a extrêmement bien amené son affaire, y compris en ne se faisant pas payer, d'ailleurs, parce que c'est très important, l'argent pour cet Américain, hein, les choses se règlent par l'argent, donc à partir du moment où quelqu'un retire l'utilisation de l'argent, là c'est très grave, c'est-à-dire que c'est du troc, on revient à du troc, et donc qu'est-ce qui est troqué ? C'est la fille, d'une certaine façon, il rend la fille. Moi je trouve difficile, une fois qu'il y a eu cette scène très forte, avec ce changement de régime visuel, où on a vraiment le champ contre champ de plans rapprochés sans phare entre les deux, je trouve difficile derrière, on rame, je trouve, pour lui faire transgresser cette loi du père. Alors, il le fait, de fait, le film le fait, mais est-ce qu'il arrive à le jouer véritablement, l'homme amoureux ? Je trouve ça difficile. Après, il prend Gary Cooper, comme il dit le personnage, je suis un homme de peu de mots. C'est effectivement, il sait très bien que c'est un acteur qui, dans tous ses rôles, est connu pour mâchouiller comme ça ses mots et pour être plutôt taiseux. Donc, il faut des gestes. Et ça, il sait très bien faire avec. Mais voilà, vous êtes convaincu de cet amour tardif. Bon, après, est-ce que le film y arrive vraiment ? J'en suis pas entièrement certaine. Après, on pense qu'il n'est pas amoureux. Après, ce qu'on comprend aussi, après, peu importe ce que ça va donner, hein, cette histoire, de façon, voilà. Mais ce qu'on comprend aussi, effectivement, c'est que le commentaire de Maurice Chevalier, c'est un commentaire qui semble effectivement demandé par les studios, parce que ça, enfin, c'est pas passionnant. Bah, si, c'est quand même le père qui vient valider, accepter à son tour que finalement. Oui, mais bon, enfin, je ne sais pas s'il avait vraiment prévu cette fin, Billy Wilder. Mais je pense que quand même, cet homme-là, il est capable de tomber amoureux. Mais après, effectivement, ça reste quand même un Don Juan et on n'a pas la suite du film. Effectivement, on peut tout imaginer. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que Gary Cooper, il a été choisi pour ce film parce que Cary Grant avait refusé le rôle parce qu'il se trouvait trop âgé. Et effectivement, Gary Cooper, il fait quand même très âgé. Il donne presque l'impression... Il n'était pas si âgé que ça, il avait que 55 ans, je crois. Mais il paraît beaucoup plus et il donne presque l'impression d'avoir le même âge que Maurice Chevalier, le père. Et je pense que c'est effectivement peut-être pas par hasard qu'il est filmé aussi de cette manière, parce que je suppose qu'ils ont essayé de masquer un peu ce visage quand même très marqué. Et elle fait tellement jeune, alors que je crois qu'elle avait 27 ans quand elle a fait ce rôle, et elle fait même pas 27 ans, quoi. Elle a une capacité à paraître très jeune, voilà. Mais moi, j'aime bien cette lenteur, en fait. Oui, c'est-à-dire que... Et là aussi, ça... Moi, je trouve qu'il y a des films qui permettent, pendant leur lenteur, de réfléchir. Mais il faut réfléchir cette lenteur, je dirais aussi. Enfin, je dis lenteur, c'est peut-être pas l'impression que vous avez eue. Hein. En tout cas, c'est lié aussi, parce que ça fait vraiment plusieurs fois que je guette ça. À chaque fois... Ce qui me pose aussi un peu problème, enfin pas problème mais me fait question, c'est le son du film. Et donc c'est pas une question de restauration ou de... et d'ailleurs, si vous avez vu au générique, c'est Joseph de Bretagne, c'est l'ingénieur du son, par exemple, de Renoir, hein, des grands films de Renoir des années 30. Donc c'est quelqu'un de doué, mais là encore de pas jeune à ce moment-là. Et je trouve que le son n'est pas un son de film américain. C'est-à-dire qu'il y a un côté silencieux comme ça. Alors peut-être Jean-Paul qui est plus technicien. On dirait le son d'un film des années 30 des fois. Ouais. Il y a un côté sous-bruité d'une certaine façon. Il n'y a pas une épaisseur, il n'y a pas une épaisseur sonore, mais par contre du coup ressortent la musique, enfin voilà des choses. Mais le film n'est pas profus, disons, du point de vue sonore. Et donc il y a plus de silence que ce qu'il faudrait. Et comme effectivement, en plus Gary Cooper, c'est pas quelqu'un d'aussi expansif par exemple que Cary Grant, voilà. Dans le travail du personnage il y a aussi ça, mais c'est vraiment là quelque chose de technique
je trouve, qui fait que c'est une atmosphère particulière, et étrangement silencieuse. Même quand les gens marchent, il y a beaucoup de trajets dans l'hôtel et on n'entend pas leurs pieds. Enfin, c'est bête, mais c'est très... Oui, il y a des tapis, mais même. Tout ça, c'est du son. Ouais, les bruits de la ville. Ouais, il y a un manque de profondeur de champ sonore qui questionne, mais qui est pas forcément, qui stylise aussi, du coup. Et même je trouve la texture des voix, tout ça ressemble pas à celle qu'on entend à l'époque, enfin dans les films dans le cinéma américain en tout cas. Oui, sans doute. Ouais. C'est effectivement, moi ça m'a troublé quand j'ai revu le film. Je pensais que c'était un problème technique ou quoi, mais non, en fait, non, je pense que c'est une esthétique sonore, mais qui est peut-être liée à des moyens, à un savoir-faire technique français par opposition. Et puis français est un peu ancien, mais il était très très bon, Joseph de Bretagne, dans les années 30, mais peut-être qu'en son direct. Mais peut-être que le son a évolué et qu'il n'a pas forcément, lui, évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça va quand même avec ce côté humble, je dirais, du décor central, de l'appartement. Et je dis l'appartement parce que l'un des chefs-d'œuvre de Billy Wilder, qu'on passera pas parce qu'on l'a passé il y a plusieurs années, mais c'est The Apartment, La Garçonnière. Et voilà, et c'est important, cette unité-là de décor qui est l'appartement. Dans le sens, je disais, de gang comme ça, dont il fallait qu'elle se libère, et aussi de forçage presque incestueux entre la vie professionnelle qui a rapport avec le sexe, disons, du père et cette jeune fille. Mais il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est que ces dossiers-là, c'est génial, ces tiroirs avec les lettres. Et c'est absolument génial, l'idée de scénario, et là c'est vraiment du Wilder avec son nouveau scénario. C'est la première fois qu'il collabore avec Easy Diamond, qui est son deuxième, disons, collaborateur dans son histoire, qui va faire 12 films avec lui, et qui, notamment, certains l'aiment chaud. C'est vraiment un duo, il a 12 ans de moins que Wilder, et il est très bon aussi. Cette idée que la liste de ses amants, quand on comprend que la liste de ses amants, c'est en fait la liste de différentes affaires, de différents dossiers qu'elle a lus. C'est très simple. On aurait dû le savoir, puisque on sait depuis le début qu'elle farfouille dans les papiers de son père. Mais rien que ça, d'abord ça renforce encore cette histoire de lien père-fille, et surtout ça transforme ces dossiers qui sont ces tiroirs qui sont dans l'appartement en petites unités romanesques, je dirais. C'est comme s'il y avait autant d'histoires d'amour, effectivement, autant de films possibles qu'on tirerait comme ça. Et ça m'a fait penser à un film du milieu des années 50 qui est Fenêtre sur cour, où le type est bloqué chez lui, où James Stewart faisait sur cour d'Hitchcock, bien sûr, qui est voilà, le reporter qui d'habitude gambade partout, etc., et qui là est bloqué chez lui avec son téléobjectif et qui regarde ses voisins, et finalement chaque fenêtre, c'est un peu comme une petite télé où ils apprennent, mais sauf que c'est dans l'espace, comme un petit calendrier de l'Avent, comme ça, des histoires plus ou moins sordides, sexuelles, voire meurtrières des uns et des autres, et on peut ouvrir comme ça, et c'est presque le cinéma qui anticipe sa rivale, qui pense à sa rivale, la télévision. Et je me dis que voilà, il y avait quelque chose aussi de très satisfaisant à regrouper dans ce meuble-là toutes les potentialités romanesques. C'est-à-dire à quoi rêve une jeune fille, et le film s'affaire vraiment à nous le montrer, comme je vous l'ai dit, ces plans sur elle qui réfléchit. D'une certaine façon, elle réfléchit à ce qu'il y a dans les tiroirs comme des possibles amoureux. Qu'est-ce que ça va être, ma vie amoureuse, quoi ? Est-ce que... Évidemment, on sait on sait bien, nous, que c'est pas une série d'amants avec des fossettes aux genoux et autres, que l'amour, et à trouver autre chose que dans ce pittoresque des différents cas d'adultère traités par le père. Mais quelqu'un comme Truffaut, et là encore, je vous ai déjà parlé de Truffaut pour Lubitsch, si vous avez vu la série, la saga, j'allais dire, des Antoine Douanel, et notamment, c'est Domicile conjugal, où il a plein de petits boulots, et notamment il travaille chez un détective. Et son rôle, c'est d'aller surprendre des adultères comme ça dans des hôtels. Ou bien même dans Baiser volé. Dans Baiser volé, il enquête.
Voilà, c'est cette idée qu'il y a quelque chose d'extrêmement romanesque, que la vie amoureuse peut être vécue par procuration, et y compris dans des cas a priori sordides d'adultère. Qu'en fait, tout ça, c'est du matériau, et que Wilder a cette espèce de gourmandise, disons, qui est celle de son personnage féminin. C'est pour ça que souvent on pense aux films comme étant des espèces de relais, on pense aux personnages masculins comme l'alter ego du cinéaste. En réalité, très souvent, le cinéaste se retrouve aussi bien dans le personnage féminin. Alors c'était ça le petit extrait que j'aurais bien aimé que tu passes. Si pour ceux qui ont la patience, je vous ai amené un petit extrait de Sabrina, qui est donc un film de 3 ans auparavant, qu'on passe peut-être encore moins qu'Ariane, je dirais, mais qui est un peu basé sur le même principe de la jeune fille Cendrillon, disons, même un peu plus, puisque dans Sabrina, elle est fille du chauffeur d'une famille très riche de Long Island, de Great Neck à Long Island, qui comprend 2 frères, William Holden et Humphrey Bogart, donc William Holden plus jeune et Humphrey Bogart plus âgé, un oisif le plus jeune et l'autre homme d'affaires qui ne s'intéresse pas tellement à la vie amoureuse. Et cette jeune fille, en fait, c'est un peu comme l'histoire de l'appartement qui va reprendre dans Ariane, mais où je trouve le décor mieux travaillé et plus intéressant. Elle vit dans les marges de ce romanesque. Hein. Là, dans Ariane, elle vit dans les marges du romanesque des gens qui vont au Ritz pour tromper leur mari. Et déjà, dans Sabrina, voilà, ils habitent tous dans la même propriété, mais c'est la fille du chauffeur, donc elle est en marge des événements mondains qui ont lieu dans cette propriété. Donc, si on peut passer l'extrait de Sabrina, 1954. Là déjà, plutôt l'utilisation d'un standard comme ça, musical, Isn't It Romantic, qui fait retour comme une sorte de ritournelle et qui n'est pas forcément bon signe, enfin, qui est quelque chose d'assez enfermant. Mais ce que je voulais vous montrer cet extrait aussi, parce qu'il me semble que ce qui est important, c'est que dans Ariane aussi, c'est qu'on voit Audrey Hepburn regarder. Alors évidemment, elle a des yeux, elle a des très grands yeux, mais c'est l'histoire de ça. C'est-à-dire, l'initiation, elle passe d'abord par ça. Le désir, il passe d'abord par ça. On porte son regard sur quelque chose comme si, de manière, l'intensité de la façon dont on regarde fait que, à un moment, on va rentrer dans l'image. Et effectivement, ça implique, c'est-à-dire que regarder, c'est jamais être innocemment hors de l'image. Et d'ailleurs, dans cet extrait-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on se prend une balle perdue. En l'occurrence, le bouchon de champagne. Donc, c'est pas innocent. En tout cas, ça n'est pas sans conséquence du point de vue affectif. Là, c'est très clair. À la fin, elle pleure. Finalement, dans Ariane, c'est un peu plus actif, mais il y a ce plan, le premier plan où elle est, vous savez, là encore, l'appartement, idée géniale, enfin, de cette cloison où au-dessus, la cloison ne va pas jusqu'au plafond et où elle peut donc regarder le premier client, le mari. Et puis ensuite, il y a cette scène où elle regarde depuis la fenêtre, enfin depuis le balcon de l'extérieur. Et à chaque fois, comme par hasard, c'est une situation quand même de danger. Elle est quand même suspendue au-dessus du vide. Donc, comme si regarder, c'était déjà désiré, d'une certaine façon, c'était déjà créer le film romanesque qu'on veut enfin vivre. Et c'est déjà aussi risquer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est assez beau dans la constitution là encore, d'un film aussi sur le désir féminin. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est sur un Don Juan et se dire que le film est autour de la star Gary Cooper qui va finalement tomber amoureux, si on admet qu'il le fait. En fait, il est principalement autour me semble, du point de vue de la jeune fille, parce qu'on la voit tellement de fois regarder, désirer, penser beaucoup plus que lui. Donc peut-être que oui, il y avait une raison, disons, externe au film de ne pas filmer Gary Cooper de manière plus proche, plus rapprochée, parce qu'il était trop vieux. Mais en réalité, ça crée quelque chose de très intéressant pour le film, et ça rejoint d'ailleurs ce que quelqu'un comme Roland Barthes, alors je pense à lui parce que les mythologies de Roland Barthes ont été mises en recueil justement en 1957. Et dans ce recueil que vous avez peut-être lu, il a été très
lus, qui portent sur différents faits, pas forcément des œuvres d'art, hein, des différents faits de la culture, de la société. Il a écrit ce texte sur le visage de Garbo, sur le visage de Greta Garbo. Et en fait, donc son côté un peu masque, un peu, non pas cireux, mais un peu neigeux, enfin voilà, un peu comme le philosophe Bachelard, voilà, il parle beaucoup de texture. Et en fait, quel visage il oppose au visage de la star Garbo comme étant le visage qui lui succède d'une certaine façon et qui l'annule, qui le rend caduque, c'est celui d'Audrey Hepburn, qu'il décrit comme un visage événement. Et en fait, on comprend ce qu'il veut dire en voyant les films avec Audrey Hepburn. Pas seulement parce qu'elle est plus jeune, mais disons aussi par contraste parce qu'elle est plus jeune. On a l'impression que quelque chose advient, et quelque chose, je dirais, de neuf, de moderne. Alors ça se voit aussi dans Funny Face, mais voilà, une sorte de mouvement. Et à mon avis, c'est ce que recherche Billy Wilder. Et on le verra a fortiori quand on verra la prochaine fois c'est Certain Lame Show, peut-être. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui le mouvement est absolument vital. Alors je le disais, elle paraît enfermée, chacun paraît grevé par ses propres, soit son idéologie, soit la loi du père, l'appartement, le violoncelle, le petit ami déjà programmé, etc. Et en fait, tous ces films, c'est des histoires de personnages qui doivent absolument se mouvoir. Donc, voilà, j'espère qu'on... Et je pense qu'évidemment, l'un de ces chefs-d'œuvre, qui est Certain Lame Show, va cristalliser ça de manière frénétique, hein, d'une certaine façon. Là, c'est pas le cas. Je parlais de lenteur mais malgré tout, il me semble que, disons, cette recherche du mouvement se cristallise dans le film, paradoxalement, sur le visage d'Hepburn. Alors là, c'est un peu abstrait de dire ça, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur l'extrême vivacité en fait de son visage à elle. Et donc tant mieux qu'il n'y ait pas tant Gary Cooper de près que ça. La comparaison de Roland Barthes est vraiment intéressante parce que effectivement Greta Garbo, elle avait la réputation d'avoir un visage très immobile. D'ailleurs, je crois que c'est bien elle qui fait Ninochka et qu'on voit rire pour la première fois, alors que Audrey Hepburn, au contraire, elle a une mobilité dans les yeux et la bouche, parce qu'elle a une bouche qui est une expressivité absolument incroyable. Quand elle sourit, ça s'ouvre vraiment beaucoup, donc je peux comprendre. Oui, et d'ailleurs, elle a, et ça c'est assez bon, peut-être c'est mauvais pour Hollywood classique, mais en tout cas je trouve ça bon pour Hollywood d'après, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elle relève ses cheveux et qu'elle est de profil, quand elle joue encore la femme mariée, quand elle se déguise en femme mariée et qu'elle commence à tomber amoureux de lui, et qu'on a ce plan rapproché entre les deux, où elle est à droite, il est à gauche, elle va partir, mais finalement elle se laisse convaincre de revenir, son visage est totalement différent. Il est plus du tout juvénile, et on n'a même pas l'impression d'une jeune fille grimée en femme mûre. Il est différent. On a presque l'impression que c'est une autre personne. Et ça, c'est assez étonnant. Alors que Gary Cooper, ça, il est inoxydable, il vieillit, mais je veux dire, il n'y a pas de changement notable. On n'a pas eu le temps de parler du chien et des poissons rouges, mais c'était intéressant. Oui, mais il me semble que le chien et les poissons rouges, bon, outre que c'est des gags détachables d'une certaine façon du reste du récit, et puis il y a toujours la vulgate psychanalytique à Hollywood de la part des exilés européens, elle est sans fin. Hein, tu iras chez le psychanalyste, il faudra que tu ailles chez le psychanalyste, dit-elle à son chien. Mais il me semble que ces petits gags-là, peut-être, plus ou moins consciemment, ils participent de notre impression que tout ça est un monde en circuit fermé, quoi. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont leurs habitudes au Ritz, il y a la dame avec son chien toute seule. Alors, c'est pour ça que le film a des rapports avec Fenêtre sur cour. Hein. On a quasiment des personnages similaires dans Fenêtre sur cour, de femmes solitaires avec un animal ou ce genre de choses. C'est le côté un peu potentiellement un peu pathétique comme ça de ces vies, de ces petites vies sous cloche et qu'il faut faire exploser d'une certaine façon. D'où l'idée du train qui est pas idiote, quoi, à la fin, ce côté le vecteur comme ça qui trace. Même si là encore, moi je suis toujours étonnée de voir une locomotive. Enfin, il y a quelque chose de... J'imagine qu'en 57, les trains, il y avait encore des locomotives comme ça, mais
mais est-ce l'effet du noir et blanc? Est-ce Gary Cooper qui, pour moi, vient des années 30? Je ne sais pas, mais il y a là quelque chose dans le film effectivement, une sorte de palimpseste de plusieurs époques. Ouais. Ben voilà. Oui, et ça, vous voyez, que moi, ayant vu trop de films américains, et d'une certaine façon des films français de l'ordre de Renoir, etc., donc qui surjouent pas du tout la modernité, je me dis que quand même, je perçois dans ce film tourné en décor réel, c'est pour ça en fait, c'est parce que contrairement à Lubitsch qui adore tourner tout en studio, ce film-là, on voit bien qu'il est tourné en partie en décor réel, enfin pour tout ce qui est la ville, les extérieurs en ville, très clairement, et du coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte d'hétérogénéité entre le personnage, effectivement l'américain, qui est là dans ce pays qui est sur sa traîne de l'après-guerre. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant dans cette combinaison, et finalement de très français dans le cinéma, si vous pensez à Jacques Demy, par exemple, au fait que Jacques Demy, 10 ans plus tard, va inviter Gene Kelly et Georges Chakiris dans son film fait dans une ville de province, nommé dans le titre, dans Les Demoiselles de Rochefort, voilà, qui fait ce collage-là aussi, et que ça fait une espèce de coup au cœur quand on voit Gene Kelly qui se met à danser comme à Hollywood, sauf que non, il est dans des rues qu'on peut reconnaître, enfin, dont on voit bien que ce sont des extérieurs réels. Voilà, il y a un petit peu de ça, je trouve, dans le fait qu'ils choisissent de tourner vraiment. Alors, les intérieurs, par contre, du Ritz, c'est du studio, il ne va pas inonder une vraie suite. Oui. Ouais. Alexandre Troder, c'est vraiment un maître. Et on reverra, disons, son travail extraordinaire sur le décor dans Irma la Douce, qui est un film, par contre, complètement différent et complètement en couleur, mais où il y a les halles de Paris. Non, j'ai juste ça à dire, hein. C'est-à-dire que c'est un programme qui s'annonce là avec la balade dans Paris où on ne voit que des amoureux qui s'embrassent généreusement avec Faire l'amour, hein, qui est répété plusieurs fois. C'est comme une sorte de programme, mais c'est aussi une caricature, et ça annonce cette espèce de côté frénétique qu'il va avoir lui dans sa façon d'aimer les femmes, quoi, hein. Mille et traits, hein, c'est le Don Juan, quoi, avec je trouve beaucoup de tristesse en fait. Il est vieux, et moi je le crois complètement sincère, et du côté du père, quand le père lui dit relâche-la, quoi, le petit poisson, laisse-lui vivre sa vie dans le grand bain de la vie, dans l'océan, et il va essayer de le faire jusqu'au bout, il va essayer de le faire. Enfin, je le crois, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire lui donner la chance d'avoir une vie, peut-être pas aux côtés d'un type assez prédateur, parce qu'au fond, il est complètement prédateur, ce type, hein. Et puis à la fin, c'est quand même lui qui gagne. Oui, c'est toujours le problème de ces fictions. C'est quand même lui qui gagne, quoi. Et elle va aliéner sa liberté de toute façon. Qu'elle chérit tant, dont elle a tant besoin. C'est toujours la question de filmer, en plus dans des fictions, des femmes qui choisissent. C'est pour ça que je disais, elle réfléchit, voilà, ce type-là est un Don Juan, à chaque fois que je le vois, il est avec une femme différente, les Suédoises font retour, etc. Donc, ce que Wilder montre, c'est quelqu'un qui mûrement choisit de rester, qui cherche même pas elle cherche à le rendre jaloux, mais effectivement à être sur son terrain. Voilà, à être sur son terrain, mais elle ne cherche pas, par contre, à le rendre monogame, il me semble. C'est-à-dire que le film ne choisit pas cela. Et même, on pourrait dire qu'elle peut trouver effectivement désirable cela, puisqu'on sait qu'elle a fait ses classes amoureuses avant que de les vivre dans les adultères. Qui sont qualifiés comme des turpitudes, hein, par le père. Oui, mais comme tout interdit, il donne envie. Oui, mais il en fait des caisses, quoi. Enfin, il n'y a pas une prise de parole sans que ce soit un jugement de valeur contre ces gens qui vivent leur vie, au fond, et qu'on
qui se donne le droit d'espionner, mais c'est son métier. Oui, mais il y a un vrai travail, me semble-t-il, dans le scénario de de symétrie, disons, entre l'argent que gagne le père en enquêtant sur ces gens, parce que quand même, ça veut dire les traquer, ça veut dire les prendre en photo, etc. Depuis le haut de la colonne Vendôme, enfin bon, phallique quoi, à gogo, quoi. Et tout en disant, oh là là, ma fille, cachez ce sein que je ne saurais voir. Et en même temps, il fait complètement de l'argent là-dessus. Et donc, il y a une entente, d'une certaine façon. Et l'autre est aussi un Américain, pour qui l'argent, voilà, qui achète en gros les femmes. Enfin, il n'a même pas besoin d'être prédateur. Il lui suffit d'allonger les billets, quoi. Donc, je trouve ça assez osé, quand même, assez grinçant. Finalement, c'est pas le bon papa gâteau. C'est aussi autre chose, quoi. Il fait vraiment, c'est comme, je sais pas, chez Capra, de montrer des journalistes sensationnalistes tout le temps, des gens qui vivent des bloodhounds, quoi, des chiens qui reniflent la bonne affaire sensationnaliste. Il y a un peu de ça quand même. Ça a l'air comme ça adouci, mais en réalité c'est... Oui, c'est pour ça que la condamnation, c'est pas bête. Enfin, c'est cohérent finalement. La condamnation, c'est-à-dire elle en a pris elle prend pour perpète à New York. Oui, tout à fait. Oui, c'est à la fois vrai et faux. C'est à la fois lui aussi, il prend pour perpète. C'est ça. Bien sûr, mais c'était ça que je voulais dire, et je vais vous laisser parler, c'est que très souvent, dans les fictions qui montrent une très grande différence d'âge, et donc potentiellement une espèce de domination de l'homme assimilé à une espèce de père incestueux, enfin bon, ce que vous voulez, en fait, le film est un peu obligé narrativement de faire enfler le désir féminin en face, c'est-à-dire qu'il ne peut que raconter l'histoire d'une femme qui, elle, veut cet homme plus vieux. Pour justement ne pas ne pas montrer la femme comme une proie et comme la victime d'une prédation, mais très souvent dans les films c'est ça, c'est-à-dire mais non, regardez, c'est elle qui est amoureuse de lui, c'est elle qui va le chercher, c'est elle qui lui court après, etc. Voire le manipule, oui. C'est en fait, manipulation pour manipulation. Dans la même ordre d'idée, en fait, je trouve qu'il y a effectivement plusieurs manières de voir le film, mais moi je vois surtout dans le personnage de Maurice Chevalier un mélange de la statue du commandeur de Don Juan, franchement, dans sa position sur la tour Vendôme au départ, et ensuite dans toute la construction, parce qu'on peut tout à fait le voir comme étant un espèce de Deus ex machina qui en fait utilise sa fille comme son arme pour remettre Gary Cooper dans le droit chemin, en fait. Et donc, en fait, on peut effectivement voir la fin du film. Il n'a pas l'air spécialement triste lorsque sa fille part avec Gary Cooper. Il a gagné, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il a mis Gary Cooper. Vous oubliez que Don Juan est damné. Eh ben, exactement. Ouais. C'est-à-dire, moi, je trouve que dans le film, moi, ça me fait penser... C'est un mélange de Don Juan, de My Fair Lady sur le côté Pygmalion, en fait, et le côté, quelque part aussi, le côté faustien, en fait. Il y a une espèce de... Lorsque l'échange entre Maurice Chevalier et Gary Cooper, quelque part, on peut lui dire, on peut le comprendre comme étant, en fait, t'as perdu, quoi. Et effectivement, il ne le paye pas. Et il a perdu, et quelque part, Gary Cooper peut penser qu'il a passé un espèce de pacte avec le diable, et effectivement, il est condamné à perpétuité, quoi. Et c'est pour ça que voir les choses comme ça, et disons la mise en scène, ne serait-ce que la grammaire comme ça de montage du chant contre chant, qui enfin advient, engage à penser ça. C'est vrai que du coup, ça amoindrit le rôle féminin de penser ça. C'est-à-dire que tout à coup, le rôle féminin est un peu écrasé. Et moi, j'ai un peu de peine à voir à la fin, quand elle pleure sur le quai, assez longuement comme ça, et qu'elle court après lui. J'ai un peu de mal, parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'écrasant dans la transcendance presque de ce duel entre le père et Don Juan. Donc ça, je trouve qu'il y a une petite chose qui n'a pas résolu, mais on peut pas...
c'est des grands mythes qu'il n'a pas résolus, disons, dans l'écriture, de telle manière à faire que, disons, que le désir de cette jeune fille, bien sûr, elle gagne d'une certaine façon, elle a son américain. Mais est-ce que véritablement c'est satisfaisant pour nous, spectateurs? J'ai un doute, mais ouais. Oui, juste une remarque. Et la première fois qu'il part, c'est elle qui l'aide à faire sa valise, puisqu'il l'assoit sur la valise. Donc elle lui permet de partir. Et la dernière fois, au moment où il va partir, elle voit qu'il refait ses valises. Elle l'aide de nouveau, elle s'assoit sur la valise. Donc elle lui est indispensable, mais elle lui est indispensable pour partir. Elle le laisse partir d'une certaine façon, à chaque fois. Ouais, sauf en courant sur le quai. Oui, mais elle ne sait pas s'il partira sans elle ou pas. A priori, elle pense qu'il partira sans elle. Oui, mais comment vous interprétez le fait qu'elle se propose elle-même comme rôle de contrepoids, comme objet, hein, je pousse un peu, mais c'est un peu ça. Elle fait tout juste le poids, mais il ne faudrait pas qu'elle pèse plus lourd dans sa vie. Hein. Oui, peut-être, mais c'est aussi qu'elle lui est indispensable. Il veut partir, il a besoin d'elle pour partir dans de bonnes conditions. Donc peut-être qu'on peut l'entendre comme elle lui laisse cette liberté aussi. Moi j'ai l'impression d'un personnage qui essaye d'être Lubitschien, vous voyez, puisque je sais que vous avez vu les autres Lubitsch et qu'on a parlé de ce triangle amoureux perpétuel. Si vous étiez là pour To Be or Not To Be aussi, avec l'amant nouveau dans le public qui renaît du public. Il y a toujours un nouvel amant pour l'actrice. Qui peut aller en coulisses avec elle pendant que son mari, également acteur, est sur scène. Et donc, j'avais parlé de ça chez Lubitsch, c'est-à-dire l'idée que l'adultère est plutôt une bonne... la tierce personne est plutôt une bonne chose, justement, dans cette circulation, dans cette économie de l'amour, parce qu'elle le dynamise, parce qu'elle lui permet de ne pas se figer, justement, dans l'enfermement du couple. Il a bien retenu ça, Lubitsch. Je pense qu'il est moralement, peut-être qu'il est d'accord, mais de fait... narrativement, c'est plus difficile là. Je trouve que c'est moins. Il y a quand même couple. Il y a couple, sauf qu'on sent qu'il est recollé, il est collé à la dernière minute, quoi. C'est ça le problème. Mais ça, après, ça va être, comment dire, c'est aussi une figure un peu codifiée de la comédie romantique, avec le running. Vous voyez ce que c'est ? Quand le personnage, plutôt à la fin, se met à courir parce qu'il faut qu'il rejoigne quand même l'autre. Donc on croyait qu'ils allaient être séparés pour toujours, que ça allait pas marcher, que les parents allaient les avoir séparés, etc. Et puis il y a un moment, le personnage court. Et finalement, là, on l'a sur le quai. C'est aussi ça, on a ce moment-là de recollage. Est-ce que le triangle amoureux, ça ne serait pas le père, le Don Juan et Ariane? Parce que le père, il a une place absolument incroyable. Et effectivement, quand je parlais des poissons rouges dans l'aquarium, c'était pas pour rien. C'est qu'on a quand même l'impression que le père veut constamment ramener la fille. Et quand elle lui dit « Je t'aime, papa », il lui répond quoi déjà ? Et moi, je t'aime encore plus fort. C'est génial. Et dites ça, vous êtes sûr de retenir votre enfant. C'est à la fois horrible et génial. Mais oui, donc c'est quand même... moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, le trio... Bon, on ne parle pas des amantes du Don Juan, mais le trio, c'est quand même le père, Flanagan et Ariane. Oui. Quoi. Mais, oui, mais pour répondre, pour relier ça à ce que vous disiez, il me semble que quand même c'est un peu métaphorique ou allégorique, les affaires du père. Pourquoi est-ce qu'il n'en parle plus une fois que sa femme est morte? C'est quand même que toutes ces affaires, c'est allégorique de la sexualité des parents, disons, de ce à quoi on n'a pas accès a priori, et que cet appartement, malheureusement, est configuré de telle manière à ce qu'on pense qu'elle y a été exposée. Enfin, si on veut, on peut tout à fait faire une lecture un peu comme ça, parce que ça me semble évident que s'il dit que c'est des turpitudes, tout son travail, c'est parce qu'au fond, il a déplacé dans son travail une vie sexuelle qu'il n'avait pas, quoi. Donc,
D'ailleurs, juste une petite remarque au sujet de la configuration de l'appartement. Vous disiez au début qu'elle avait cette espèce de chambre qui n'en est pas vraiment une, avec cette porte coulissante. On voit pas la chambre du père? Oui, non, il n'y a pas la chambre. Moi, la chambre du père, je pense que c'est ses tiroirs, en fait. Oui, c'est ça. Il n'a pas vraiment de chambre. En tout cas, on la voit pas. Il en a, mais on la voit pas. Ouais. Voilà, c'est un petit peu curieux. Et ben donc justement, ça confirmerait l'idée que sa sexualité, elle est dans ses dossiers d'une certaine façon. Oui, c'est ça. La sexualité de ce veuf. C'est son bureau, c'est dans sa ses chambre. dossiers. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand Gary Cooper monte cet escalier et s'introduit dans cet appartement, il y a quelque chose de totalement bizarroïde. C'est-à-dire que c'est pas le bon acteur dans ce décor. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dimension même physique qui colle pas, quoi. Merci d'être venu et resté, et rendez-vous 23 avril. Le 23 avril pour certains l'aiment chose sur grand écran. Et on te retrouve énorme. aussi en mars pour oui. le film de Clément Cogitor, Goutte d'or, le 26 26 mars. après-midi. Ouais. Bonne nuit.